Chapitre 26. Corrompu par l'obscur. Je crus que Lizzie allait me trancher les pouces à l'instant même, et je me raidis, prêt à lui jeter à la tête un nuage de sel et de limaille de fer. Cependant, elle remit le poignard dans sa ceinture et se releva. Marchant vers le tunnel, elle déclara « Je vais laisser le Bugan prendre d'abord ce qu'il convoite. » Je me détendis, relâchant ma respiration. Même si le sel et le fer avaient eu de l'effet, j'aurais toujours été enchaînée, à la merci du démon, et la sorcière aurait vite retrouvé ses forces. Lizzie s'enfonça dans le tunnel, mais le Bugan n'avait pas achevé son ouvrage. Ouvrant largement la gueule, il découvrit ses dents triangulaires, les refermant sur la gorge de Daniel Stanton, et aspira son sang avec délectation. Quand il l'eut entièrement vidé, il s'attaqua à sa chair. Je me couvris les oreilles de mes mains pour atténuer les atroces bruits de mastication. Il commença alors à broyer ses os, et j'ai cru que cela ne cesserait jamais. Enfin repu, le Bugan s'éloigna à quatre pattes, laissant sur le sol de larges traces sanglantes. Il s'enfonça dans le tunnel et fut vite hors de vue. Quand reviendrait-il sous sa forme immatérielle ? Me demandai-je avec effroi. Je n'eus pas à attendre longtemps. Les chuchotements s'insinuèrent bientôt dans ma tête, et mon cœur bondit de terreur. Au début, ils étaient presque légers pour être perceptibles, mais peu à peu je distinguai des mots. Pourriture, sang, verre. Puis vint une sensation à laquelle je ne m'attendais pas. Personne n'avait jamais rien décrit de tel. Il me semblait qu'une brume descendait du plafond, épaisse couverture sombre m'enveloppant dans ses plis froids. Les bruits d'eau goûtant quelque part diminuèrent avant de laisser place au silence. Pire que la perte de l'ouïe fut celle de la vue. Je ne distinguais plus les torches, tout devenait noir, j'étais aveugle. Mon cœur cognait contre mes côtes, abattement de plus en plus laborieux. Je me mis à grelotter de froid, tandis que le Bugan aspirait lentement l'énergie de mon corps, me volait mes forces vitales. Les chuchotements s'intensifiaient. Les mots n'avaient aucun sens, mais des images du passé défilaient dans ma tête avec une étrange réalité. J'étais sur un sentier de montagne, le soir tombait, et la lumière baissait peu à peu. J'entendais des sanglots de femmes, des voix emplies de colère. Au-dessus de moi, un rocher saillait de la paroi, telle la dent d'un rat géant. Autour était rassemblé un groupe de gens où je reconnus la vieille adversaire de ma mère, la sorcière Vurmald. Une série de coups sonores, rythmiques retentit, et je vis que quelqu'un brandissait un marteau. Chaque coup était accompagné d'un cri déchirant. L'angoisse me serra la poitrine. Je savais où j'étais, ce qui se passait. J'étais témoin de la scène où les ennemis de ma mère avaient cloué sa main gauche à un rocher. Le sang ruisselait le long de son bras et dégouttait dans l'herbe. Lorsque le clou fut bien enfoncé, ils lièrent son corps nu au rocher avec une chaîne d'argent. Je la vis tressaillir de douleur. Je vis les larmes rouler sur ses joues. La voix haineuse et cruelle de Vurmald s'éleva. « Nous reviendrons dans 3 jours. Alors nous t'arracherons le cœur. » Ils la laissèrent seule dans le noir, attendant que le soleil se lève sur la mer, à l'est. Le soleil qui brûlerait son corps et la couvrirait de cloques. Je voulais rester auprès de maman. Je voulais la réconforter, lui dire que tout irait bien, que mon père la découvrirait au matin et qu'il la protégerait du soleil, qu'il l'épouserait et qu'elle lui donnerait 7 fils, qu'elle serait heureuse. Mais je ne pouvais pas faire un geste. J'étais plongée de nouveau dans une totale obscurité. Heureuse. En ce monde, aucun bonheur ne dure. Celui de maman n'avait pas duré. En un clin d'œil, sa vie s'était écoulée, et j'assistais à présent à sa fin. J'étais de retour dans l'ordre, regardant ma mère combattre l'ordine. Je l'avais vue plonger pour attaquer. Ses larges ailes de lamia faisaient d'elle un ange plus qu'un insecte. Je l'avais vue empoigner le corps de salamandre de son adversaire. Elle m'avait crié de partir, et j'avais obéi, m'échappant de l'ordre avec les autres, à l'exception de Bill Arkwright. J'avais vu la citadelle vaciller, ses tours s'effondrer, tandis qu'elle s'enfonçait à travers le portail de feu, retournant aux ténèbres des profondeurs, emportant avec elle Bill et ma pauvre mère. Et j'étais de nouveau là-bas. Je regardais brûler ses plumes blanches, je l'entendais crier de souffrance pendant qu'elle maintenait l'ordine dans une étreinte mortelle. J'étais entourée de flammes et je ressentais leur brûlure. Mais le pire était de voir la peau de maman se boursoufler, carbonisée, d'entendre ses longs hurlements d'agonie. Une fois de plus, je sombrais dans le noir. Soudain, la lumière revint. J'étais dans la cuisine, à la ferme. Une troupe de gens montait les escaliers. L'instant d'après, j'étais en haut. 3 hommes maintenaient mon frère Jack. L'un d'eux le battait, et le sang éclaboussait le mur et le plancher. J'assistais à présent à l'attaque de la ferme par les sorcières. Elles voulaient s'emparer des mâles de ma mère. Mais maman avait protégé la pièce où elle les gardait contre l'obscur, et les sorcières ne pouvaient y rentrer. Elles avaient contraint Jack à les sortir. Il hurlait de terreur, et je ne pouvais rien faire pour lui. Je n'étais qu'un témoin impuissant, invisible et silencieux. Et cela continuait.
Le Bughan m'obligeait à revivre les moments les plus douloureux de ces dernières années. J'étais devant la tombe de mon père, de nouveau empli de chagrin qui me causait sa mort. J'avais même manqué ses funérailles. Je revivais ces scènes indéfiniment, emporté par un maelstrom de souffrance, incapable de changer quoi que ce fût au passé. L'obscurité, encore. J'étais engourdi, de plus en plus glacé. Mes forces vitales s'écoulaient hors de moi. La mort était proche. Puis je perçus un avertissement. « Endurcis-toi si tu veux survivre. Si tu te contentes de suivre les conseils du vieux Grégory, tu mourras comme les autres. » C'était la voix d'Alice. C'étaient les mots qu'elle m'avait dit quand j'avais voulu l'empêcher de brûler la vieille mère Malkine. Ça me paraissait trop horrible. Je n'avais pas pu m'y résoudre. « Tu dois vaincre l'obscur, Tom. Résiste au Bughan. Tu peux le faire. Tu peux faire ce qui doit être fait. » À l'instant où la voix d'Alice me criait ces mots, j'eus une nouvelle vision, un autre fragment de ma vie. Après mes premières semaines d'apprentissage auprès de l'épouvanteur, j'étais retournée à la ferme. Mère Malkine y était apparue. C'était une non-morte, souple et flexible. Elle avait pénétré dans le corps de Groin-Groin. C'est ainsi qu'on surnomme le boucher qui venait tuer les cochons. Elle en avait pris le contrôle, et je le revoyais, le couteau à la main, prêt à égorger mon frère Jack et son bébé, la petite Marie. Je revivais ces horribles secondes où j'avais cru que l'enfant allait être tué. Mon horreur, mon angoisse. Alice surgissait alors, lançant un violent coup de pied, enfonçant le bout de son soulier pointu dans le ventre mou du bonhomme. Il lâcha la petite, juste avant qu'elle touche le sol. Alice la rattrapait, l'emportait en lieu sûr. C'était à moi d'agir à présent. Je jetai au visage du boucher un nuage de sel et de limaille de fer. Il tombait à mes pieds, inconscient, encore enveloppé du tablier rougi par le sang des cochons fraîchement égorgés. Je voyais alors mère Malkine sortir de lui par une de ses oreilles, se matérialiser. Elle avait rétréci au tiers de sa taille d'avant, et sa robe traînait sur le sol. Une rage terrible montait en moi face à tout ce que le Bughan m'avait obligé à revivre. Auparavant, je n'avais pas pu brûler mère Malkine. Maintenant, transformé par ma colère, j'arrachai le brandon des mains d'Alice et poursuivais la sorcière dans la cour de la ferme. Sans l'ombre d'une hésitation, je mettais le feu à sa robe. Elle se consumait avec des cris perçants, mais cela m'était égal. Je devais m'endurcir pour survivre, pour devenir l'épouvanteur que j'étais destiné à être. Puis une voix résonna dans ma tête. Pas un chuchotement, une voix forte, pressante. « En moi aussi, il y a de l'obscur. Ce que tu fais, je peux le faire. Je suis le chasseur, pas le gibier. » Lentement, je compris que c'était ma propre voix. Et ce que je criais au Bughan était vrai. Je le savais. J'étais corrompu par l'obscur. Le semi-homme avait raison. Un petit éclat d'obscur était logé au fond de mon âme. C'était un danger et une source de grande force. Ainsi que maman l'avait annoncé, le jour était proche où je deviendrais le chasseur, et ce serait au tour de l'obscur d'avoir peur. Je ne sais combien de temps s'écoula, tandis que je flottais à la lisière de la conscience. Enfin, j'ouvris les yeux. Je grelottais, j'avais la gorge sèche et mon front brûlait de fièvre. Le Bughan ne m'avait pas complètement vidé. J'avais survécu à sa première approche, mais quel délai me restait-il avant son retour ? Affaibli, somnolent, je n'avais plus les idées claires. Des images pénibles tourbillonnaient mollement dans ma tête, m'emportant dans une sombre spirale sans fin. Puis une voix se leva à ma droite. « Tu as eu de la chance, » dit Horn. « Pour toi, ce sera bientôt fini. Tu seras mort, et je resterai assis là, à attendre mon tour. » Je tournai la tête vers lui avec lassitude. Il était nu jusqu'à la ceinture, et la faible lumière de la torche accrochée au-dessus de lui révélait la puissante musculature de ses épaules. Il me vint alors une idée. « Le fer des chaînes te fait-il souffrir ?» demandai-je. Il fit signe que non. Les créatures de l'obscur ne sont pas toutes sensibles au contact du fer. Horn, apparemment, n'en était pas affecté. Tant mieux. « En ce cas, pourquoi ne te libères-tu pas ? Tu es assez fort. » Pourquoi faire ? La porte de la cellule est trop solide. Je ne pourrai pas la défoncer. Quand tu te seras débarrassé de tes chaînes, ôte-moi les miennes. Nous nous aventurons ensemble dans les tunnels. J'ai des armes, du sel, de la limaille de fer, ma chaîne d'argent. Ça vaut mieux que d'attendre ici la mort. T'enlever tes chaînes ? Pourquoi te ferais-je confiance ? Tu es mon ennemi. En ce moment, nous avons besoin l'un de l'autre, plaidai-je. Ensemble, nous serons plus forts. Une fois libres, nous pourrons partir chacun de notre côté. Le silence se prolongea. Horn semblait sous-peser ma proposition. Puis j'entendis un long gémissement. Lorsqu'il se répéta, je compris que ce n'était pas l'expression de l'angoisse ou de la douleur, mais de l'effort. Il brisait ses chaînes. Je passai la langue sur mes lèvres desséchées, et mon cœur battit plus vite. L'espoir me revenait. Horn se leva et s'approcha de moi. Il sentait le fauve et la sueur aigre, mais aucune impression de froid n'annonçait la présence d'un être de l'obscur. Horn était plus humain qu'il n'y paraissait.
Néanmoins, je me tenais sur mes gardes. En dépit de notre fragile pacte, nous étions des ennemis naturels. Sans une hésitation, Horn saisit ma chaîne, à la hauteur de l'anneau, qu'il a fixé au mur. Grognant de nouveau, il banda ses muscles. Les maillons se déformèrent, puis craquèrent. Une fois l'extrémité de la chaîne dégagée, il ne me fallut qu'un instant pour détacher mes jambes. « N'es-tu pas aveugle » demandai-je, étonné qu'avec ses yeux apparemment dépourvus de vision, il n'ait pas eu besoin de tâtonner. « J'y vois mieux que n'importe qui, mais pas avec ça, » déclara-t-il en désignant ses globes oculaires blanchis. « Je possède un troisième œil, l'œil de l'esprit. C'est avec lui que je vois le monde et les choses au-delà du monde. Je perce l'obscurité dans l'âme des gens. » Je sautai sur mes pieds. Je me sentais encore faible et tremblant, mais j'étais libre. Nous nous tenions face à face. Mon ennemi de l'obscur était devenu un allié provisoire. Ensemble, avec l'aide d'Alice, nous avions une réelle chance contre Lizzie. Mon briquet à Amadou était resté dans mon sac, mais j'avais toujours mon bout de chandelle. Je l'allumai à la torche et m'introduisis dans le tunnel. Je me rappelais qu'il n'était pas nécessaire de s'y enfoncer profondément. Les portes des nombreuses cellules vides restaient ouvertes. Après le coude du tunnel, je trouvai, 20 pas plus loin, l'accès à l'une des cellules et m'y engageai. Comme je l'espérais, la porte bâillait sur le couloir. Il n'y avait plus qu'à rejoindre l'escalier de la tour. Certes, cela nous obligeait à traverser la salle des gardes. Les hallebardiers étaient-ils revenus après l'attaque des oiseaux ? Sinon, qui m'avait transporté de la chambre de Lizzie jusque dans les cachots ?